Chers compatriotes, peuple congolais, vous êtes nombreux à nous suivre notre direct de ce soir. Nous sommes aujourd'hui le jeudi, le 4 janvier 2025. Le 4 janvier de chaque année, la République démocratique du Congo célèbre la journée des martyrs de l'indépendance. Cette date, ça symbolise la mémoire de nos ancêtres, ceux qui se sont battus pour l'indépendance de notre pays, ceux qui se sont battus pour la liberté de la République démocratique du Congo. Comme je l'ai toujours dit, la République démocratique du Congo est née un État démocratique en 1960. Mais pour rappel, le sang de nos ancêtres a été versé afin que ce rêve, cette démocratie soit concrétisée. Chers compatriotes, pendant notre direct de ce soir, nous allons pouvoir nous rendre compte de la quintessence de cette journée, comment les événements du 4 janvier 1959 se sont déroulés. Le 4 janvier, comme je dis, une date significative pour la République démocratique du Congo, en raison des événements de 1959 à Léopoldville, actuel Kinshasa, qui ont marqué un tournant majeur et crucial vers l'indépendance du pays. Mais aussi, selon les chiffres de ces événements, le gouvernement belge avait annoncé un bilan de 49 morts, mais les partis politiques à Bako, le plus grand parti politique de l'époque, qui était dans l'opposition, disons, contre le pouvoir colonial, ces partis politiques avaient estimé qu'il y a plusieurs morts par centaines qui étaient abattus par le pouvoir colonial. Donc, les émeutes de 1959, comme je l'ai dit, le 4 janvier 1959, sont des émeutes qui se sont éclatées à Léopoldville, Kinshasa, suite à l'interdiction par les autorités coloniales belges des rassemblements organisés par l'Alliance des Bakongo, communément appelée Abako en sigle. Mais aussi la Bako, qui était un parti politique de l'époque, mené par un éminent fils du pays, un patriote, nos pères fondateurs de l'indépendance, Joseph Kasavubu, qui était un homme très influent à l'époque. Ces émeutes sont considérées comme déclencheurs de la lutte pour l'indépendance du Congo belge en 1960. Elles ont conduit une répression violente avec des bilans officiels rapportant 49 morts, bien que certaines sources parlent de centaines de victimes pendant ces événements-là. Alors, chers compatriotes, l'impact historique d'abord de ces émeutes sont non seulement accéléré le processus vers l'indépendance, mais également à radicaliser les mouvements indépendantistes aux Républiques démocratiques du Congo, poussant les autorités belges de l'époque pour faire des avancées significatives sur ce qui s'est passé pour nous donner l'indépendance en 1960. Donc sans ces événements-là, on pouvait dire ici que l'indépendance de la RDC pouvait être retardée par rapport à la date que nous l'avons bénéficié, le 30 juin 1959. Donc l'indépendance, la date de l'indépendance, comme je dis, ça a été précipité et ça a beaucoup plus évolué les besoins de notre indépendance par rapport à ces émeutes du 4 janvier 1959. Donc, nous allons d'abord mettre une pause à notre musique pour suivre notre direct, faire notre analyse très bien par rapport à ces émeutes-là. Chers compatriotes, comme je viens de l'énoncer sur le thème d'aujourd'hui, nous sommes là pour parler du 4 janvier 1959, une date historique pour notre pays, une date très importante qui nous rappelle ces compatriotes qui ont espéré voir un Congo libre et prospère, qui ont espéré voir un Congo digne de soi et les fils du Congo bénéficier de leur pays, des richesses de leur pays, de l'indépendance, de la souveraineté, inspiré aussi être un pays qui va rayonner au sein de l'Afrique, pourquoi pas au sein du monde. Mais cette histoire, comme on dit, que
la mémoire, l'histoire, c'est la mémoire d'un peuple. Comme un peuple sans histoire, c'est un peuple sans âme. Donc le 4 janvier, c'est une date cruciale pour nous. C'est très très crucial. C'est vrai que l'indépendance du 30 juin, c'est vraiment une date beaucoup plus importante parce que là où tout a été matérialisé. Mais nous ne pouvons pas oublier que sans le 4 janvier 1959, en tout cas, on n'aurait pas estimé que ça aurait été précipité pour qu'on ait l'indépendance en 1960. Raison pour laquelle, ici, la première chose, selon mon analyse à moi, j'ai toujours constaté qu'il y a un peu de négligence du côté de nos autorités au niveau de Kinshasa. Parce qu'aujourd'hui, le 4 janvier, où nous avons célébré 66e anniversaire, la mémoire de nos grands-parents, nos parents, nos ancêtres, mais le président de la République, par exemple, le premier citoyen du pays, il est parti à l'INB pour donner le matériel de santé à l'INB pour lutter contre l'impox. Est-ce que vous comprenez un peu que si nous sommes autorités aujourd'hui, il y a des gens qui se sont sacrifiés pour ça? Pourquoi on n'a pas le respect pour les mémoires de tous les Congolais qui ont fait la lutte afin que ce pays soit libéré? Donc, chers compatriotes, avant de continuer notre direct, nous allons écouter quelques éléments qui sont importants pour notre direct de ce soir. Comme je l'ai dit, que l'histoire, c'est la mémoire d'un peuple. Un peuple sans histoire, c'est un peuple sans âme. Donc, ce sont des adages que nous avons trouvés ici-bas qui vont nous aider à comprendre réellement notre direct, la quintessence de tout ce que nous allons parler au long de ces directs. Suivez-nous sur YouTube, c'est Journal Officiel Expliqué. Journal Officiel Expliqué. Et sur TikTok, Journal Officiel. Donc, c'est un journal, un magazine d'actualité politique et d'analyse pour analyser l'actualité politique de toutes ces diversités. Alors, nous donnons des analyses où nous faisons des explications qui sont un peu beaucoup plus compréhensibles par rapport aux sujets qui sont abordés. Nous allons écouter cette partie des vidéos et nous allons revenir pour les analyses. Merci beaucoup. Précisément, ont éclaté les émeutes de Léopoldville en janvier 1959 à cause de l'interdiction d'un meeting politique qui demandait la fin de la colonisation. Ces gens-là, nos compatriotes, nos aînés, se sont battus contre le pouvoir colonial. Et ils ont payé de leur sang. Ils sont morts pour la patrie. Alors cette lutte, nous avons considéré que cette lutte n'est pas terminée. À chaque fois, nous devons nous rappeler de ces gens-là. Parce que ce sont des patriotes. Ils ont voulu mettre fin à l'exploitation coloniale et impérialiste. Ce sont des gens qui ont aimé leur pays. Ils voulaient bien que le pays soit indépendant, réellement indépendant, économiquement. Quelques jours plus tard, le roi Baudouin promet de conduire les Congolais vers l'indépendance. Histoire d'une indépendance précipitée. Regardez la séquence qui va suivre. Jusqu'en 1960, pour bon nombre de Belges, le Congo c'est ceci. Suivez très bien, chers compatriotes, on va revenir pour les analyses. En même temps, vous tapotez les directs pour rassurer notre... Pour tout le monde. En janvier 1959, cette image idyllique éclate. C'est l'émeute dans la capitale, Léopoldville. Les autorités belges ont interdit une réunion de partis politiques congolais réclamant l'indépendance. Les Congolais brûlent maisons et voitures. L'armée et la police tirent. Il y a 42 morts. Non, tout le monde n'apprécie pas les colons belges. C'était une découverte pour les Européens beaucoup plus que pour les Africains. Ils se sont dit, mon Dieu, ces gens existent. Et ils ont eu la trouille de leur vie. Le 4 janvier 1959, c'est l'organe d'information de votre journal, le journal de votre parti, le Mouvement Congolais pour la démocratie. Alors, nous voulons savoir pourquoi vous avez choisi ce titre. Vous voulez savoir pourquoi nous avons choisi ce titre? Un bref retour en arrière est ici nécessaire pour faire comprendre à certains qui ignoreraient l'historique de notre pays pourquoi nous avons choisi ce titre. Avant l'indépendance, à plusieurs reprises, le pays vécut
dans l'attente d'un soulèvement populaire contre l'occupant belge le dimanche 4 janvier 1959. Avant de parler de ce qu'on peut retenir, expliquons d'abord ce qu'était la journée du 4 janvier 1959. Ce jour-là, dans la capitale congolaise, à Léopoldville à l'époque, devenue depuis Kinshasa, il y a eu le soulèvement du peuple congolais contre la colonisation belge. Pourquoi y a-t-il eu ce soulèvement? Tout simplement parce que... Tapotez s'il vous plaît, on va revenir dans les détails pour faire des analyses. On écoute un peu l'histoire par rapport à ceux qui étaient vivants à cette époque-là. Très important. Le compte rendu d'une conférence qui a eu lieu à Accra, la capitale du Ghana, donc le premier pays qui avait accédé à l'indépendance en 1957 en Afrique. Au sujet de cette conférence, il faut dire aussi que Kassavubu, qui était le président de la BACO, n'était pas autorisé à aller à cette conférence d'Accra, qui était la conférence, disons, des nationalistes africains, tout simplement parce qu'à l'époque, Kassavubu était considéré comme un dangereux agitateur, comme un nationaliste. Donc c'était risqué pour eux, c'était lui donner encore plus d'emprise sur la population. Donc lui n'a pas eu l'autorisation d'assister à cette conférence. Il voulait écouter les comptes rendus de cette conférence, donc par les leaders qui étaient là-bas, Lumumba, Diomi et d'autres. Malheureusement, en dernière minute, ce rassemblement était interdit, alors que c'était autorisé par la ville de Kinshasa. Dans ce qui s'est passé le 4 janvier 1959, il faut distinguer d'une part les événements eux-mêmes, les causes conjoncturelles, structurelles, d'une part les événements, et deuxièmement l'analyse des événements. Les Congolais eux-mêmes, je ne suis pas du tout certain que jusqu'à ce jour, nous ayons analysé correctement et en profondeur les événements. Par exemple, pour être concret, vous trouvez encore des gens qui vous disent oui, le 4 janvier, les gens se sont révoltés parce qu'il y avait un match de football et une grande équipe, notamment un club, qui a été battu par Mikado 3-1. Les gens étaient mécontents. D'autres vous disent voilà, c'était des bandits qui pillaient, qui saccageaient les magasins. Tout ça n'est pas exact, c'est même archi-faux. C'est-à-dire, il est grand temps, et peut-être que les émissions de télé et des radios pourraient contribuer à susciter des vocations des chercheurs, notamment des historiens, des politologues, des économistes, pour pouvoir analyser correctement cet événement politique majeur dans l'histoire et du Congo et de l'Afrique. Parce qu'au moment où les Congolais se révoltent le 4 janvier 1959, il y a des perspectives dans d'autres colonies. Les Ghana est déjà indépendant depuis 1957 et depuis 1958, les colonies françaises ont la possibilité de choisir de devenir indépendants ou de rester dans la communauté. En revanche, les Congolais n'ont pas cette possibilité-là. Et le 4 janvier 1959 va être un facteur d'accélération de l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Un meeting de la BACO. La BACO, au départ, c'était un mouvement d'association culturelle, donc fondé par des intellectuels congolais, notamment des Alandou. Mais la BACO a pris une tournure décisive, une orientation politique dès l'instant où M. Joseph Kassavubu a été élu à la tête de la BACO. C'est sous l'impulsion de M. Kassavubu que la BACO a gagné les élections municipales de décembre 1957. À partir de là, les masses urbaines se sont engouffrés, donc ont investi les champs politiques, qui à ce moment-là était un champ clos. Or, 57 est une réponse au silence assourdissant des autorités coloniales belges. C'était en 56. Et le groupe de conscience africaine, groupe d'intellectuels, et les ABACO publient des manifestes où ils réclament, ils revendiquent l'émancipation politique du Congo allant jusqu'à l'indépendance. Les autorités belges répondent par un silence assourdissant. Bien au contraire, Kassavubu est même sanctionné le jour de son installation comme maire de la commune de Dendal, actuellement commune de Kassavubu, parce qu'il a tout simplement déclaré que pour nous Congolais,
Vous voyez Kasavubu qui au départ, la Bako, est une association culturelle qui regroupe essentiellement les Bakongo, mais non pas les Bakongo au sens ethnique, Bakongo au sens culturel, y compris les Bakongo, tous ceux qui sont des cultures Congo, du sud de Bandundu, dont tous les Kouilou, y compris aussi les Bakongo originaires du Congo-Brazzaville, qui vivaient à ce moment-là au Congo Léopoldville, c'est-à-dire au Congo-Kinshasa, qui étaient membres de la Bako. Kasavubu qui gagne les élections en tant que leader de la Bako, mais le jour de son installation, il se présente comme leader de tous les Congolais. Pour nous Congolais, il ne dit pas pour nous, membres de la Bako, mais pour nous Congolais, cette élection municipale n'est qu'une étape pour aller vers l'indépendance du Congo. Il est sanctionné. Et le même Kasavubu, cette sanction, va évidemment entraîne dans les chefs, les militants et les membres de la Bako beaucoup de ressentiments. Ressentiments qui s'accentuent lorsqu'au mois de décembre, Kasavubu est empêché d'aller, comme le Patrice Lumumba, à la conférence d'Accra des peuples africains au Ghana. Et le 4 janvier 1959, alors que Lumumba, des retours d'Accra, a fait un meeting à la place Kalabou, donc place de la Victoire, Kasavubu invite les membres de la Bako pour discuter, débattre, parce qu'il est prévu que les gouvernements belges fassent une déclaration le 13 janvier. À la suite d'un travail mené par un groupe de travail, comme on disait, mis sur pied par le grand père depuis 1958, qui doit sillonner le Congo et qui a sillonné le Congo. On continue avec le témoignage et puis on va revenir avec force et détails. Suivons un peu l'historique de cette date du 4 janvier 1959. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Parce qu'il y a trop de mensonges par rapport aux événements du 4 janvier 1959. Merci. Encore 5 à 10 minutes, 5 à 6 minutes. On va couper, vous pouvez voir revenir. Faire sa déclaration. Il y a un meeting de la Bako qui est prévu le 4 janvier, mais là on arrive au lieu du meeting. Les organisateurs, l'autorité de la ville de Kinshasa leur fait savoir que le meeting, en réalité, vous savez que jusqu'aujourd'hui, puisque vous avez demandé qu'est-ce qu'il faut retenir, aucun chercheur n'a retrouvé la circulaire interdisant qu'il n'y ait pas meeting. On a tout simplement fait savoir aux organisateurs de la Bako qu'ils devaient tenir compte de tels règlements, de telle ordonnance, parce que le meeting, bon, bref, Kasavubu comprend qu'il vaut mieux ne pas tenir ces meetings-là. Il demande aux membres de la Bako de rentrer à la maison en disant « Nous allons nous revoir ici et on va en débattre lorsque le grand Belge aura pris sa décision. » Mais le peuple congolais ne veut pas, n'entend pas de cette oreille cette décision et contre cette décision. D'où cette explosion, parce que la foule commençait à arriver massivement en place des militaires. Donc je dirais, ce qu'il faut retenir, c'est la volonté inébranlable du peuple congolais à ce colonial face à un pouvoir colonial rétrograde. Deuxièmement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une alliance de classe entre les intellectuels de l'époque et les masses urbaines. En tout cas, les masses populaires. Cette alliance a été nouée essentiellement au moment des élections de 1957. C'est-à-dire qu'à partir du fait que les masses se sont exprimées lors d'un vote, les intellectuels congolais eux-mêmes qui se sentent un peu d'abord ragaillardis et même un peu débordés, surtout après l'explosion du 4 janvier 1959. Et troisième chose, lorsque j'ai dit il faut retenir l'inébranlable volonté du peuple congolais à se libérer du joug colonial, les leaders de la Bako vont être arrêtés après cette explosion de violence, donc la force publique, l'armée coloniale a réprimé, mais ce n'est pas, la Bako est dissoute. Mais un comité clandestin de la Bako s'est constitué à Brazzaville, à la tête duquel se trouve M. Kingotolo. Kingotolo était secrétaire général de la Bako et il était adulé par le peuple congolais, surtout pendant cette époque-là où Kasavubu est arrêté. Les militants, les membres ne l'appelaient plus que Mbota Kingotolo. Et pendant qu'ils sont à Brazzaville, c'est pour organiser la résistance, et notamment en engageant un célèbre avocat de ténor du barreau de Paris, Maître Croquet, et c'est avec les cotisations des membres de la Bako
que l'ABACO, le comité clandestin, va payer et les billets d'avion, les séjours de M. Croquet et aussi ses honoraires. D'ailleurs, les Congolais vont adopter Maître Croquet. Les membres de l'ABACO ne l'appelaient plus que Tata Polo. Mais ce que je peux ajouter aussi, c'est qu'il n'y a pas que Kinshasa qui s'est révolté. Voilà, peuple congolais, chers compatriotes. Donc on va arrêter le... En province, parce que moi je... On va l'arrêter ici et nous allons continuer avec notre analyse, nos analyses par rapport à ce que nous venons d'écouter, mais aussi par rapport à tout ce que nous avons préparé comme élément pour l'émission, le direct de ce soir. Je ne revenais plus en arrière pour évoquer tout ce qu'on a déjà parlé. Je crois que symboliquement, la journée qui a été comme une journée un peu historique dans le cadre de les martyrs qui sont morts pour notre pays, j'ai porté quand même la couleur rouge pour marquer aussi ma solidarité à la mémoire de mes ancêtres. Chers compatriotes, peuple congolais, nous écoutons beaucoup par rapport à l'historique. Nous allons d'abord commencer par la partie historique de ces événements. Moi, je crois que j'ai suivi ces éléments, j'ai suivi beaucoup d'éléments, mais j'ai trouvé quelques éléments, ce que j'ai mis là-bas et ce que j'ai lu. J'ai trouvé beaucoup plus pertinent et beaucoup plus complet parce que ils ont quand même étalé beaucoup de détails. Mais certaines personnes viennent nous dire non, il y avait match amical, les footballeurs, tout. Vert Club avait perdu. Oui, Vert Club avait perdu, ça c'est vrai. Mais ce n'était pas réellement ça les motifs vraiment des émeutes. Les vrais motifs, comme on vient de nous expliquer dans cette vidéo-là, où on dit que à 1959, déjà nous sommes à 1900, je commence d'abord à la genèse du problème. En 1957, Joseph Kasavubu, il était président de la BACO depuis 1946. Donc 46 n'était pas encore président de la BACO, je m'excuse. Donc il était il était au grand séminaire de Maïdi. Il fait une déclaration où il demande l'indépendance. Au Maïdi, c'est le grand séminaire où on forme le prêtre catholique à l'époque. Même jusqu'à aujourd'hui. Kasavubu voulait devenir prêtre. Mais sauf que il était président des étudiants à l'époque là. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va commettre une bêtise pour les Blancs, ils ont considéré ça comme une bêtise. Kasavubu va faire un discours où il va demander l'indépendance. Son premier discours où il s'est radicalisé contre les Belges, c'était en 1946. Quand il fait ce discours-là, les Belges ont trouvé que non, ça c'était un danger. On ne peut pas former un prêtre radical comme ça. On l'a chassé du grand séminaire. Quand on l'a chassé du grand séminaire, il a quitté le grand séminaire et il a cherché, il a trouvé du travail, il était comptable. Mais sauf qu'il ne se sentait pas bien dans ce travail-là. Il se disait toujours non, moi je dois me battre pour mon peuple. C'est ce qui a fait qu'en 1954, je crois, Ndjezaland va créer le parti qu'on appelle ABACO, Alliance des Bakongo. C'est vrai, la vidéo ici, comme je l'ai dit, a donné beaucoup plus d'éléments pour étaler et nous expliquer et nous faire comprendre comment cette alliance a été créée et comment ça fonctionnait. Même s'il n'y a pas trop de détails par rapport à l'alliance, mais ce que moi j'aurais saisi par rapport à tous les éléments que j'ai consultés, c'est que il dit ceci. À l'époque, quand Kasavubu crée quand il adhère, donc le parti Alliance Bakongo n'était pas encore influent. Mais sauf que c'était influent quand Kasavubu a adhéré dans ce parti. Il a adhéré, dans quelle année? Il a adhéré en 1954 pour mener la lutte. Mais maintenant, leur première victoire, ça serait en 1957. 1957, c'était quoi? C'était l'année où, la première année où le gouvernement belge à l'époque a organisé des élections municipales. Dans ces élections-là, ils ont autorisé aux Noirs de postuler. Pour eux, ils se disaient non, ces gens, comme ils commencent à revendiquer l'indépendance, pour qu'il n'y ait pas beaucoup de troubles, qu'ils ne puissent pas beaucoup demander, on peut leur permettre d'être des communaux, tout, s'ils gagnent, on les met dans les communes, c'est mieux. Comme ça, ils vont oublier de demander l'indépendance et autre chose. Alors, c'est ce qui va amener le gouvernement belge d'organiser des élections nationales, communales, municipales.
et Kasavubu va gagner. Il sera le seul plutôt noir qui va gagner la commune de Dendal à l'époque, commune de Kasavubu. Donc ça s'appelait Dendal à l'époque. Alors quand il est élu agent municipal, communal plutôt, il va être investi, mais sauf que le jour de son investiture, de prise de fonction, il ne va pas faire un discours pour dire que non, nous les alliances de Bas-Congo, nous avons avancé, nous avons réussi à conquérir le poste de bourgmestre. Non, Kasavubu va dire ceci. Kasavubu, il va dire, nous les peuples congolais, cette étape des élections municipales que nous avons gagnées, ce n'est qu'une première étape pour la lutte qui va nous amener jusqu'à l'indépendance. Alors quand les Blancs ils ont écouté ça, ils ont trouvé que Kasavubu était très radical. Ils l'ont considéré comme indépendantiste, ils l'ont considéré comme quelqu'un de dangereux. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Le Ghana à 1957 ou 58 était déjà indépendant. Alors, le Ghana va organiser la fin d'année 1958 une réunion, je peux dire une conférence panafricaine où les États libres à l'époque vont se réunir pour avoir une vision globale, pour aider aussi les autres pays qui ne sont pas encore libres. Mais sauf que les Belges, ils vont autoriser tous les politiciens congolais à l'époque d'aller à l'Accra, sauf Kasavubu. Ils se sont dit, les autres là ne sont pas dangereux, ils peuvent aller. Mais Kasavubu, il est trop influent. S'il part là-bas, il peut trouver des soutiens. Donc on n'avait pas autorisé Kasavubu pour aller à cette conférence d'Accra. Donc Kasavubu n'ira pas à cette conférence qui s'est passée, je ne sais pas la date précise, mais c'était vers la fin d'année 1958. Alors, ceux qui revenaient d'Accra, quand ils sont arrivés, maintenant le 4 janvier, c'était la date que Kasavubu avait sollicité pour faire rapport au peuple, pour leur dire non, voilà ce qui a été dit j'ai rencontré les gens qui étaient à Accra, voilà ce qui était dit là-bas, voilà les actions que nous allons mener sur place pour nous ramener jusqu'à l'indépendance. Sauf que le gouvernement va autoriser il va d'abord autoriser ce meeting plutôt. Mais après, les jours même du meeting, le gouvernement va encore décider, le pouvoir colonial, je peux appeler ça comme ça, gouvernement, va encore décider d'annuler le meeting de Kasavubu le même jour. Alors, comme on savait déjà à l'époque, tout le monde n'avait pas la radio, tout le monde n'avait pas de moyens de communication. Il fallait d'abord arriver sur place et puis on vous informe qu'il n'y aura pas meeting. Sauf que toutes les personnes étaient déjà arrivées. Ils sont arrivés, on attendait Kasavubu. Kasavubu arrive, il leur informe non. On vient de m'informer aujourd'hui qu'on ne peut pas avoir meeting. Mais pourquoi? Mais parce qu'on ne sait pas, ils m'ont dit qu'on doit reporter à une date ultérieure. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que Kasavubu, il va quand même parler aux militants. Non, je crois que c'est mieux qu'on attende d'abord la date qu'ils vont nous donner. Mais sauf les militants continuaient toujours à arriver sur place. Et de plus en plus que les gens arrivaient, de plus en plus les gens manifestaient un sentiment de colère. Et ce sentiment de colère les a menés vraiment à une volonté de liberté, comme je peux appeler ça comme ça. Une volonté de liberté. Donc il y a presque 3 faits qu'on peut retenir de cette date. Il y a une volonté de liberté d'un peuple qui était fatigué d'un pouvoir colonial, qui était vraiment très dur avec eux. Mais aussi il y avait, à ce moment-là où Kasavubu a gagné les élections municipales, comme je l'ai dit, premier bourgmestre investi, il y avait maintenant une alliance entre la population et les intellectuels congolais. Comme je l'ai expliqué, il y a d'autres intellectuels qui étaient à l'Accra, Lumumba était à Accra, le Diomi était à Accra, il y a beaucoup d'autres ont fouillé même le pays, ils étaient à Brazzaville, comme je peux dire à l'époque déjà, comme des résistants, comme des opposants. Parce qu'ils ne voulaient plus rester au pays, les pouvoirs les cherchaient pour les arrêter. Alors qu'est-ce qui va se passer maintenant après que ce meeting ait été annulé? Le pouvoir va directement décider de dissoudre les partis politiques de Kasavubu, la BACO.
ils vont prendre une décision, lettre circulaire pour dire non, à partir d'aujourd'hui, ces partis, ça ne peut plus exister sur l'étendue du Congo belge à l'époque. Alors, il y avait encore un autre sentiment de révolte beaucoup plus grand que le premier. C'est ce qui a fait que ces gens-là ont commencé les manifestations sur place. Mais sauf que quand les joueurs de l'équipe, quand comment je peux appeler, les supporters de l'équipe de Vita ont perdu encore Yemika et aussi rentré, les deux se sont rencontrés. En fait, ils ont retourné toute la colère qu'ils avaient, ils ont retourné ça contre le pouvoir belge pour dire non, c'est fini pour l'instant, on demande l'indépendance, vous devez partir chez vous, vous devez quitter chez nous. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent non, il y avait des pillages, on pillait. Oui, c'est vrai, mais le pillage, il est venu après. Le pillage n'a pas précédé tout ce que je viens d'étaler ici. Donc la première chose qui a précédé et qui a motivé ce sentiment de liberté, c'était on a refusé au peuple d'écouter les messages de Kasavubu, qui était un leader très influent à l'époque, et le seul noir d'ailleurs qui était déjà bourgmestre de commune. Alors les Blancs ont trouvé qu'il est plus dangereux que les autres. Les autres peuvent aller à l'Accra, mais sauf lui, il ne peut pas sortir parce que lui, s'il a des soutiens, comme il est déjà très influent dans ses partis, alors ça sera dangereux pour nous. Alors, je vais rectifier quelque chose ici qu'on a toujours gobé pendant un moment où on considérait que la BACO, comme on dit, Alliance de Bakongo, donc ça signifiait Alliance de Bakongo du Congo central de Kasavubu. Non. C'est ce qu'on a dit même dans l'élément qu'on a écouté, que ce qui a donné beaucoup plus d'ampleur à Kasavubu à l'époque, c'est parce que cette alliance de Bakongo, c'était pas ethnico-tribal, mais c'était beaucoup plus culturel. Parce que les Bakongo, ils sont à Bandundu, les Bakongo, ils sont au Congo central, les Bakongo, ils sont au Congo-Brazza, les Bakongo, ils sont au Gabon, les Bakongo, ils sont en Angola. C'est ce qui a fait que cette influence-là, le Blanc n'a pas négligé la personnalité de Kasavubu. Et tout le monde voyait en lui vraiment quelqu'un qui a la parole. Lorsqu'il parle, il sera écouté. Parce que c'était de manière culturelle et linguistique. Ce n'est pas vraiment régionaliste pour dire que non, parce qu'il est du Congo central. Donc son parti-là, c'était que pour les Congolais du Congo central. Non, ce n'était pas ça. Ce n'était pas un parti ethnico-tribal. Ça, déjà, on doit l'oublier. On doit effacer ça de l'histoire que nous parlons à tout moment. Alors, cette alliance aussi, comme je l'ai expliqué, une alliance entre la population et ses intellectuels. C'est cette alliance-là qui a fait que la population considérait Kasavubu, tout comme les Lumumba et tout consort, comme des intellectuels congolais capables d'assumer cette lutte et la mener jusqu'au bout. C'est ça, cette alliance-là, c'était beaucoup plus important. Et si je fais comparativement à aujourd'hui, on commence à considérer que, je peux considérer que l'alliance entre population et les intellectuels n'existe presque plus. Je ne peux pas dire que il n'y en a plus, mais je vois que certainement, de manière certaine, s'il faut être réaliste, donc l'alliance entre la population et les intellectuels congolais n'existe plus. Or, c'est cette alliance qui a fait que les pays puissent sortir du colonialisme. C'est ce qui a fait que la population fasse confiance à ses dirigeants et se sacrifie jusqu'à ce niveau-là. C'est pour cela que nous avons aussi écouté les éléments des émeutes où on nous dit que le bilan officiel qui était avancé par le gouvernement belge, c'était 49 personnes. Mais le parti d'Abako, qui était le plus grand parti à l'époque et très influent, lui, il a parlé de des centaines de personnes. Donc, on n'a pas de bilan clair et officiel. Alors ici, je vais encore épingler un autre élément. J'ai dit même au début de mon live de direct que il y a un autre problème qu'on constate à la République démocratique du Congo. D'ailleurs, c'est ça qui est même notre regret. Comment ça fait-il que le 4 janvier 1959, vous célébrez la journée nationale des martyrs de l'indépendance? Nous sommes en République démocratique du Congo. Mais son président, M. Félix Tshisekedi, il n'a même pas fait une cérémonie officielle, ou bien culte d'action de grâce, ou bien dépôt de fleurs. Il n'y en a pas. C'est ça qui est regrettable dans tout ça. Pourquoi je parle de lui? Parce que c'est lui qui est le président aujourd'hui, en vertu du principe que la continuité de l'État. C'est lui qui assure la continuité de l'État. Hier, c'était Kabila, qu'on appelait Rwandais.
Malheureusement, je n'ai pas de preuves qu'il est rwandais ou congolais, donc moi je considère en tant que président congolais, l'ex-président congolais. Mais aujourd'hui, nous avons celui qui est l'enfant de Maman Marthe, l'enfant d'Étienne Tshisekedi, mais qui n'a pas de considération dans la mémoire de ceux qui se sont bâtis pour l'indépendance. Vous imaginez? L'IDPS a même oublié ceux qui se sont bâtis, qui sont tombés pour les différentes luttes qu'il a menées. Mais aujourd'hui, nous avons fait Tshisekedi, il ne fait rien pour la mémoire de nos grands-parents, de nos parents qui sont morts le 4 janvier 1959. Les 16 pour la mort de Lumumba, je reviendrai pour vous donner le détail. Aujourd'hui, vous n'allez pas croire que même la relique de Lumumba, ça a été détruit par des voleurs. Paraît-il, ils ont volé ça et je n'ai pas trop de détails, mais au moins, j'ai une vidéo où on décrit qu'on a détruit là où on a mis la relique de Lumumba. Là, ça montre qu'il n'y a pas de respect pour nos ancêtres. Un pays qui ne respecte pas ses ancêtres, ce pays-là ne peut pas évoluer. Tous les gens qu'on voit, même, on prie Bouddha, on prie qui ici, Jésus, ce sont des ancêtres. Ce sont des morts. Même si quelqu'un veut me convaincre, non, Jésus, il est mort, lui, il est résisté. Qui t'a dit qu'il a résisté? On t'a dit ça. Est-ce que toi, tu as vu? Est-ce que tu as des preuves? Même si tu as des preuves, est-ce qu'il est mort ou pas? Oui, il est mort. C'est ça. Et c'est tout. C'était mort. C'était mort. Oh, Lazare est mort, il est résisté. Qu'est-ce qu'il a fait après? Il est mort encore. Bouddha, il est mort. Tout le monde est mort. Donc, ce sont des ancêtres. Ce sont nos grands-pères, nos grands-parents. On doit traiter leur mémoire avec beaucoup de respect. Mais nous, au Congo, on ne traite même pas nos morts avec respect. Et je peux vous assurer que nos ancêtres, ces 49 personnes dont on parle là-bas, dans le bilan officiel, ils ont été enterrés dans le cimetière qui se trouve à Kasavubu. Mais comment ils ont été enterrés? Ça, ce sont mes recherches personnelles. Lorsque j'étais encore au Congo, moi, on m'a dit qu'ils ont été enterrés là-bas, mais on les a enterrés comme on fait dans une fosse commune, en fait. On creuse et puis on jette tout le monde. Mais c'est ce qui est malheureux, c'est quoi? À l'époque, on était sous la colonisation. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas sous la colonisation. C'est ça qui est regrettable. Aujourd'hui, nous ne sommes pas sous la colonisation. Nous sommes soi-disant libres. Donc, nous avons la liberté de restaurer notre mémoire, de restaurer notre histoire, de soigner ça. Comme on dit toujours que l'histoire, c'est la mémoire d'un peuple. Un peuple sans histoire, c'est un peuple sans âme. Donc, si vous n'avez pas l'histoire, vous n'êtes pas un peuple. C'est ça déjà les critères pour être un peuple. Pour être un peuple, il faut avoir une histoire. Donc, le Congo, je prends l'exemple du Congo, tel qu'on a été unifié par les Belges. Il a pris des tribus, des ethnies, il a unifié ça. C'est ce qui a fait que nous ne sommes pas un peuple. Mais après avoir vécu pendant longtemps, tout ce parcours que nous faisons, c'est ça qui va faire de nous un peuple. Parce que nous sommes en train de vivre une histoire commune pour l'instant. Mais sauf qu'avant, on ne sait pas trop ceux qui étaient dans le royaume Congo, c'est ça qui va former le peuple Congo. Mais maintenant, les autres, ils étaient où? Là, je n'ai pas de précision. Mais parlons d'aujourd'hui où nous avons l'État congolais qui est indépendant et qui est souverain, mais qui n'arrive pas à construire même un mémorial pour ceux qui se sont donnés corps et âme pour l'indépendance. Mais ce président-là, il est allé au Rwanda, il a posé les dépôts de fleurs, il est allé à la Shoah en Israël, il a posé les dépôts de fleurs, mais chez lui au Congo, il n'a pas un endroit où il peut commémorer la mémoire des victimes, la mémoire de ceux qui se sont donnés corps et âme pour défendre la patrie, pour défendre sa souveraineté, pour défendre sa dignité en tant que peuple. Parce qu'à l'époque, on n'était pas comme peuple. Moi, mon papa m'expliquait que quand on vient arrêter quelqu'un au village, on pouvait arrêter même tous les villages. Il y a un seul policier qui vient et c'est vous-même qui allez prendre le corps de tu mets sur ton cou. L'autre vient, il met encore sur son cou. Et le policier, il se met derrière et vous marchez tout droit jusqu'à la collectivité ou bien jusqu'au territoire. Il vous amène seul, il ne force rien. Quand vous le voyez, vous avez directement peur. Il amène seulement une corde où vous allez accrocher votre cou. C'est regrettable. Mais aujourd'hui, si nous avons quitté cette étape-là, c'est parce que nos ancêtres se sont bâtis. Mais pourquoi on ne peut pas commémorer cette journée avec beaucoup de joie, avec beaucoup de fierté, avec beaucoup de honneur?
Mais on préfère aller commémorer les ancêtres des autres. On préfère aller commémorer les ancêtres des autres. Quand vous êtes à Paris, il y a des sites, il y a des qu'on appelle soldats inconnus. Il n'est même pas connu, mais on célèbre sa journée. On met quand même les traces pour ces soldats-là. Moi, je me pose des questions. Les gens qui ont vécu ces événements sont encore vivants. Nous avons la possibilité de restaurer leur mémoire et puis d'honorer leur famille. C'est ça l'histoire, c'est ça qui fait la beauté d'une nation. C'est ça qui fait que nous devenons une nation. Parce que nous avons une histoire à embellir. C'est que cette histoire-là ne sera pas écrite en Occident. Ça sera écrit par les fils du pays, nous-mêmes. Mais maintenant, comment on peut écrire ça? Avec quels moyens? Quand on a entendu l'élément ici, le monsieur qui parlait à audio, il a bien dit qu'il y a trop de mensonges par rapport à cet événement. Lui, il a donné beaucoup de détails. Je crois que vraiment, il est sincère dans tout ce qu'il dit. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de mensonges. Il y a des gens qui ne voulaient pas, même Kasavubu qui est déjà parti, il y a des gens qui préméditent afin que Kasavubu ne soit pas connu comme un héros des indépendances. Mais quand vous regardez les choses, vous ne pouvez pas imaginer. Je n'irai même pas dans les détails pour dire que non, entre Lumumba et Kasavubu qui était beaucoup plus influent, qui était beaucoup plus grand. Sinon, posez-vous la question, même lui-même, Lumumba, pourquoi il a très bien dit que lui-même, il a proposé que Kasavubu soit président. Pourquoi il a proposé ça? Et pourquoi il l'a soutenu? C'est parce qu'il savait qui était Kasavubu, quel rôle il a joué dans cette élite-là. Mais il y avait beaucoup de personnes qui ont contribué pour que cet événement soit réalisé. Mais ces gens-là n'ont jamais été honorés par la République. La République qui oublie ses héros, qui néglige ses héros, cette République-là n'a jamais été bénie. Même Dieu ne peut pas vous bénir dans un pays où on a instauré l'injustice comme mode de gestion, l'injustice comme mode de vie. Mais je vais vous dire des choses. Quand il y a l'injustice au pays, ce n'est pas tout le monde qui est condamnable. Lisez ça même dans la Bible, vous allez voir. Lorsque l'injustice se vit dans un pays, c'est son roi qui est condamnable. Parce que le roi, lui, il a comme devoir de rendre justice. C'est comme on dit, au ciel, c'est Dieu, mais ici, à terre, c'est l'État. Mais l'État, là, c'est qui? L'État, là, c'est qui? On donne ce rôle-là à une personne afin que les devoirs que l'État doit assumer, cette personne-là puisse assumer ça. Mais s'il n'assume pas ses responsabilités, à qui la faute? Donc ici, les événements du 4 janvier, ça nous rappelle vraiment beaucoup de souvenirs et beaucoup d'amertume et beaucoup de regrets encore. Les regrets, surtout moi, les plus grands regrets que j'ai, lorsque nous célébrons cette journée, nous ne partons pas au travail, on reste à la maison, mais nous n'avons aucune possibilité de prendre une fleur pour aller déposer dans une tombe quelconque. Il n'y en a pas. On ne peut pas créer quelque chose où on peut avoir même des traces. Il n'y a pas moyen. Et l'État, c'est incroyable. L'État congolais, comme je l'ai toujours dit, le Congo, c'est un cadavre qui respire encore. Parce que on ne peut pas imaginer quelqu'un qui est en vie, ses ancêtres qui ont été saccagés pour que lui soit libre, mais lui, il ne pense pas à eux. Tout ce qu'il pense, manger, boire, faire les voyages. Ce n'est pas ça la vie. Une nation a une vie parallèle à une personne. Une personne a des principes qu'il doit respecter. Parce qu'une personne, il a une famille. C'est ce qui fait de nous, en tant qu'Africains, c'est que tu verras, tout le monde, celui qui a l'argent, s'il ne s'occupe pas de sa famille biologique, il aura toujours des critiques. Mais pourquoi on va les critiquer? Aujourd'hui, on va croire que non, le monde est devenu moderne, chacun vit sa vie avec sa femme et ses enfants. Mais attends, avant que tu aies ta femme et tes enfants, tu étais où? Tu avais une famille. Certainement, ils se sont occupés de toi. C'est pareil aussi, l'État, il doit s'occuper de ceux qui se sont bâtis afin que lui existe. Ces combattants-là, ils ont fait la lutte avant nous. Si nous, aujourd'hui, nous sommes en train de faire la lutte, c'est parce qu'eux, ils ont fait ça. Mais sauf que ce qui est différent, eux, ils ont fait ça devant les colons. Ils ont fait ça devant celui que nous considérons comme étranger, celui que nous considérons comme usurpateur, celui que nous considérons comme envahisseur. Je peux utiliser tous les termes qu'il faudra ici, mais ça ne fera pas reconnaître réellement qu'est-ce que nous devons donner
Ce que nous devons donner comme honneur à ces ancêtres-là. Je ne sais pas, il n'y a pas de mots. Et c'est tout ce qui m'a fait des douleurs, moi, pour savoir qu'ils étaient enterrés dans une fosse commune dans le cimetière de Kassavubu. Ça m'a fait très mal. Ça m'a fait très mal du fait que ce cimetière-là, aujourd'hui, quand vous y allez, on est en train de construire ce cimetière-là de manière anarchique. Donc déjà, nous sommes en train de disparaître, faire disparaître les preuves de ce que je peux appeler comme premier ou deuxième génocide de notre pays. Pas seulement génocide, mais je peux appeler ça crime de guerre. Parce que, bon, pas seulement crime de guerre, je peux appeler ça seulement crime, quoi. Crime contre l'humanité, le fait d'avoir, voilà, tout ce qui s'est passé, comme nous le savons, pour protéger les directs, qu'ils ne soient pas coupés par TikTok. Donc ici, chers compatriotes, c'est que j'ai le sentiment pour notre pays, que j'ai compris, notre nation, c'est une nation ingrate. Notre pays est ingrat. Mais quand le pays est ingrat, il faut qu'il y ait des personnes, c'est ceux qui assument cette ingratitude-là. Mais c'est qui cette personne? Ce sont les autorités. Ce sont les autorités. C'est eux qui assument le bilan positif et négatif de la nation. Même quand ils vont devant Dieu, on va leur poser la question. Toi, tu es mort ou pourquoi? Non, moi, je suis mort parce que je cherchais la liberté. Est-ce que Dieu il va condamner quelqu'un qui cherchait la liberté? Il cherche sa liberté, on le tue. Est-ce que vraiment vous, les chrétiens, dites-moi un peu, Dieu va toujours le condamner? Il va l'envoyer encore en enfer. Ici, par terre, il a souffert. On l'a tué. Il arrive là-bas. Toi, tu viens. Toi, c'est toi qui l'as tué. Hein? Et puis, c'est lui qui a bénéficié de ce crime. Qui bénéficie de ce crime? C'est nous qui sommes les descendants de ces ancêtres-là. Nous bénéficions de ça. Nous n'avons rien fait, nous n'avons rien fait. Nous, on a trouvé déjà le pays, était déjà indépendant. Même s'il y a des problèmes entre nous, mais moi, on avait déjà l'autonomie. Mais maintenant, avec cette autonomie, qu'est-ce qu'on a fait avec? Donc, l'envahisseur sera jugé pour ce crime, mais aussi, nous, les héritiers, nous serons aussi jugés. Mais ce n'est pas tous les héritiers. C'est lui qui a la responsabilité de veiller à tous les âmes des Congolais. C'est lui qui est le chef de l'État de ce territoire-là de 2 345 410 mètres. C'est lui qui sera jugé. Dieu va le juger et il sera condamné. Pourquoi? Parce qu'il a les devoirs. Il a les devoirs. Ce n'est pas pour rien quand vous allez à l'église, on met maman de Jésus-Christ avec son enfant. Mais pourquoi on ne met pas seulement Jésus lui-même, on met Marie et Jésus? Mais pour vous dire que c'est Jésus-là que vous priez, il a une maman. Il a aussi un papa. Il y a l'injustice là-bas, on constate qu'il y a l'injustice, on ne met pas son papa. Mais Joseph, c'est son papa, on ne peut pas venir nous mentir à tout moment. Soyons quand même sérieux. Soyons sérieux. Si vous dites qu'il n'est pas son père biologique, bon, il est son père nourricier, oui ou non? Alors, c'est ce que je voulais faire savoir aux gens, que nous devons savoir si nous existons, si nous bénéficions de certains droits que nous avons. Il y a des gens qui se sont bâtis pour ces droits-là. Ces gens-là, ils n'avaient pas ces droits-là à l'époque. Ils n'avaient pas droit à postuler les élections présidentielles, députés, sénatoriales. Mais après, ils se sont bâtis. Ils n'ont même pas bénéficié de ça. Ils sont morts. Mais après, nous qui sommes venus après, nous continuons à faire la même chose que les envahisseurs. Nous continuons le travail que les envahisseurs faisaient. Et d'ailleurs, les envahisseurs, quand ils faisaient torturer nos ancêtres, ils leur donnaient à manger. Ils leur donnaient à boire. Ils leur donnaient même un petit endroit, même si pas trop de qualité, pour se loger. Mais aujourd'hui, vous connaissez dans quelle situation se trouve l'esclave congolais. Les Congolais, on peut les considérer comme esclaves dans son propre pays. Nous sommes les seuls pays. Quand vous regardez tous les pays qui entourent le Congo, ils ont leurs problèmes. Mais sauf qu'il y a quelque chose qui est différent du point de vue social. Parce que quand on regarde quelqu'un se présente devant toi, sans faire l'hypocrisie, tu peux déjà avoir l'idée, ce monsieur-là, il vit un enfer ou bien il traverse des moments comment. Mais quand vous regardez les Congolais dans sa globalité, ils traversent toujours des moments difficiles. À tout moment. À tout moment, vous ne pouvez pas imaginer. Il y a toujours quelque chose qui dérange chez les Congolais. C'est pareil lorsqu'on était Zaïrois. C'est pareil lorsqu'on devient Congolais. Qu'on redevient Congolais, je peux dire. Et c'est pareil aujourd'hui, comme nous avons institutionnalisé tout. Mais ici, spécialement, c'est la souffrance de nos ancêtres. C'est ça qui doit être. Ce sacrifice-là, c'est très important. Si aujourd'hui, il y a des gens qui sont incapables de sortir de la rue et faire des désordres,
sortir de la rue et amener seulement un pancarte pour faire passer un message. Les gens sont incapables aujourd'hui. Mais imaginez un peu, 66 ans avant, je peux dire 65 ans, vous m'excusez. Donc 65 ans avant, il y a eu des vaillants messieurs courageux qui se sont levés pour dire non à l'occupation, qui se sont levés pour dire non, nous voulons la liberté. Nous voulons diriger notre pays nous-mêmes parce que Dieu nous a donné ce pays. C'est pour nous. Nous voulons la diriger. Si vous ne voulez pas nous donner, nous allons prendre ça par force. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Nous savons ce qui s'est passé. Mais ils n'ont pas reculé. Mais sauf que la nation est restée ingrate en travers ces gens. Toutes les personnes qui ont lutté pour ce pays, ils n'ont jamais été reconnus. Ils n'ont jamais été reconnus. Et je me dis, même le corps de Mobutu, quel que soit ce que Mobutu a fait, on n'a jamais eu un président comme lui jusqu'à aujourd'hui. Si on a un président qui a battu les records de Mobutu, on peut nous dire. Parce que tous les projets que Mobutu a laissés, c'est ce qu'on est en train de bénéficier aujourd'hui. Regardez seulement la RTNC, la voix d'Isaïr à l'époque. Vous imaginez? Quelqu'un qui est parti en 97, mais il nous a laissé déjà la voix d'Isaïr avec plus de 18 étages. Donc quand vous regardez, vous comprenez que Mobutu, ce n'était pas quelqu'un de léger. C'était vraiment un homme très ambitieux. Vous regardez Nsele, vous regardez tout ce qu'il a fait. Stade des Martyrs, vous regardez le pont Marshall, vous regardez les barrages d'Inga. Mais on ne peut pas être ingrat à ces messieurs. Peu importe lui ce qu'il a causé à la nation, comme je l'ai toujours dit, la nation ne pardonne jamais les traîtres. Mais il doit être préservé, parce que c'est un monument. Ça restera historique. Les seuls messieurs qui voulaient nous donner une identité. Mobutu voulait faire de nous des Zaïrois à l'époque. Et il a défini c'est quoi Zaïrois. Mobutu nous a donné le nom de citoyens Zaïrois. Il a enlevé les prénoms qu'on a empruntés. Il a fait de nous citoyens. Il nous a formés. À 1970 déjà, il y avait le Salongo à Kinshasa. Il y a des gens qui pensent que Salongo, c'est venu seulement aujourd'hui. Non. Celui qui a fait sortir le nom de Salongo et vulgariser ça, c'était Mobutu. Et si aujourd'hui, nous sommes Congolais, comme je l'ai dit, nous ne sommes pas vraiment une nation. Pas encore. Mais nous allons devenir une nation. Mais comment? Il faut partir de quelque part et évoluer. Et sauf qu'on est parti de quelque part, mais on n'évolue pas bien. On marche dans l'ordre dispersé. Mais Mobutu, à l'époque, quand il a dirigé le pays, vraiment, on n'était pas en ordre dispersé. C'est ça la différence. Même la langue qu'il a inculquée à tous les Congolais, aujourd'hui, on parle le lingala. Mais il faut quand même le remercier, parce qu'il a permis à tous les Congolais d'être unifiés. Il est le seul président qui a unifié tous les Congolais. Même si le lingala, là, on peut lui en vouloir. Non, c'est la langue des Équatoriens. Ce n'est pas un problème. Les Équatoriens sont toujours des Congolais. Oui ou non? Oui, ils sont des Congolais. Même si Kabila, le père, Kabila fils, il nous amène les choix, il n'y a pas de souci. Mais mon problème, c'est que Mobutu, il a nationalisé une langue qui permet à tous les Congolais, de tous les 4 coins, de se communiquer. Donc, il n'a pas besoin de connaître les choix quand il va à Lubumbashi, quand il va à Nord Kivu, Sidi Kivu, à Masisi, à Lubero, à Bunagana. Partout où tu vas, tu auras quand même quelqu'un qui connaît le lingala. Vous voulez seulement qu'on parle le français? Oui, c'est bien, on peut parler ça, mais ce n'est pas ça notre identité. Notre identité, c'est ça qui est beaucoup plus important. Donc, à chaque fois que nous pensons à notre identité, nous devons aussi penser à des gens qui ont fait des exceptions. Des gens qui ont mené une révolution. C'est-à-dire quelque chose qui ne se faisait pas avant. Mais lui, il est arrivé, il a utilisé une ingéniosité que vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer. Moi, j'ai des vidéos où je vois des citoyennes zaïroises à l'époque de 71 qui s'habillaient déjà décemment, où on ne voulait pas qu'ils portent des habits comme on sait aujourd'hui. Mais aujourd'hui, peut-être, on peut tout faire, comme on est permis de tout faire avec la démocratie. Mais quelque part, nous pouvons reconnaître de manière naturellement que ce n'est pas notre identité. Nous pouvons reconnaître que nous avons emprunté ça. C'est pour cela qu'il y a des interviews où on pose Mobutu la question. Aujourd'hui, la manière dont tu diriges ton pays, c'était à 1977. C'était déjà 12 ans après il est au pouvoir. On lui pose la question, c'est quoi, tu as réussi en quoi de 12 ans de
de gestion de ton pays. Il dit, s'il y a quelque chose de quoi je suis fier, c'est l'identité. C'est mon peuple qui a retrouvé son identité et ses racines. Parce qu'il y avait un sentiment à l'époque, les Belges avaient un peu un besoin de faire de nous des Belges d'Afrique. Parce que vous ne pouvez pas comprendre qu'avant 1960, nous les Congolais, on n'avait pas droit à carte d'identité. Ça, je vous l'apprends. Donc, avant 1960, il n'y avait pas un Congolais qui avait une carte d'identité où on décrit son village natal et tout, il est Congolais. Il n'y en a pas. On n'avait pas de carte d'identité. On ne nous donnait pas. Mais à qui on donnait les cartes d'identité? On donnait ça aux Belges. Les Belges, ils quittent la Belgique, ils viennent au Congo, mais on leur donne la carte d'identité comme Congolais. Ça, je vous l'informe. Vous pouvez aller fouiller, vous verrez. Il y avait interdiction formelle pour les autochtones d'avoir des cartes d'identité. Mais pourquoi? Mais parce que ils faisaient du Congo selon leur volonté, selon leur vision. Mais Mobutu, quand il est arrivé, il a révolutionné tout ça. Mobutu a enlevé d'abord qu'on ait plus de prénoms. C'est pour cela que nous voyons même son nom, on l'appelait Mobutu Sese Seko, Kukungwendo, Wazabanga et tout ce que nous savons. C'est parce qu'il voulait que les Congolais soient reconnus comme Congolais. Les Aérois soient reconnus comme Aérois. Les Belges soient reconnus comme Belges. Je peux prendre des gens, si vous êtes nombreux, on appelle Fred. Mais ça. Donc, curieusement, vous ne verrez jamais un Chinois tourner le dos comme ça pour regarder. Parce qu'il sait déjà jamais en Chine, il n'y aura jamais de Fred. Il n'y aura jamais de noms comme Paul en Chine. Il n'y aura jamais de noms comme Jean. Même si Jean est saint, le Chinois, lui, il va rester comme il est. Il n'a pas besoin d'être saint. Saint Paul, Saint Jean, Saint Augustin. Je ne critique pas par rapport à ça. Mais par rapport à l'identité. Parce que l'identité, c'est ça qui fait de nous ce que nous sommes. Donc si tu n'as pas ton identité, tu n'es pas ce que tu es. Ce que Dieu a fait de toi, tu n'es pas celui-là. Tu es quelqu'un que Dieu a fait, tu dois manger les mfumba, tu dois manger les pono madesu, tu dois manger tout ce qu'on mange, les misili, les mikungu, tout. C'est ça que Dieu a fait de toi, c'est ça ton identité. Tout ce que tu forces là de manger, tu parles, tu manges d'un burger, oui, tu peux aimer ça. Mais ce n'est pas ça ton identité. Il ne faut pas dire que Dieu il est mauvais quand il a fait de toi pour manger les mikungu. Il y a les autres qui mangent les ratatouilles, ils sont aussi leur identité. Ils aiment aussi les ratatouilles, même si toi tu ne vas pas trouver ça bon. Lui il aime ça, c'est ça son identité. Dieu n'est pas injuste quand il a fait comme ça. Il est quelqu'un qui est dans la diversité. Il aime voir les gens dans la diversité parce que c'est comme ça, lui, il nous a créés et il nous respecte comme ça. Mais nous ne le respectons pas. Tout ce que lui a fait de nous, nous on cherche autre chose. Surtout l'homme africain, surtout la femme africaine, et surtout mes sœurs congolaises. Ils changent tout, même les ongles. Ils changent même les cheveux. Ils changent même les dents. C'est incroyable. Et aujourd'hui, la famille congolaise, en tout cas, je parle de vous. Vous changez même votre figure. Vous imaginez? On met quelque chose d'autre. Quelqu'un que tu n'es pas. C'est ça. Tu as perdu ton identité. Hein? Et ce n'est pas tout. La femme congolaise met encore quelque chose qu'on appelle les fonds de teint. Mais non. Vraiment, ta face est bien, tu viens de te laver, tu as mis le lait de beauté, mais tu commences encore à mettre des choses inutiles dans ta figure. Pourquoi tu fais tout ça? Tu cherches quoi quand tu fais tout ça? Reste celui que tu es. Dieu te connaît que tu es un tel, il t'a créé comme ça. Pour lui, c'est une diversité. Dieu, il est comme un artiste. Un artiste, il fait des créations par rapport à l'inspiration qu'il a. S'il a une inspiration, telle inspiration, il va faire ça. À chaque fois qu'il a l'inspiration, même la nuit, il peut se réveiller, il va créer quelque chose. C'est pareil aussi avec les artistes. Il peut dormir et après il a l'inspiration pour une chanson. Il chante un peu, il enregistre. Et après il va faire des arrangements. C'est comme ça, il ne force rien. Mais sauf que nous on force tout. Nous on force tout. On prend que ce qui ne nous appartient pas. On ne respecte pas ce que nous sommes. Nous ne respectons pas ça. À chaque fois que nous prenons ce qui ne nous appartient pas, nous sommes en train de trahir nos ancêtres, nous sommes en train de trahir Dieu, c'est lui qui nous a créés. C'est lui qui a fait de nous que nous soyons ainsi. C'est lui qui a fait de nous que nous puissions habiter la brousse. Voilà.
Maintenant, nous avons décidé de quitter la brousse. Mais regardez maintenant les catastrophes qui sont dans le monde. Changement climatique. Avant, il n'y avait pas. Je ne peux pas dire que le monde tel qu'il est moderne, c'est mauvais. Non, c'est bon aussi pour nous. Mais sauf que nous devons comprendre, à chaque fois nous prenons des décisions radicales pour changer notre milieu naturel, il y aura toujours des conséquences. À chaque fois que nous prenons des décisions pour trahir notre identité, pour trahir notre histoire, pour trahir les générations passées, parce que quand on ne commémore pas leur mémoire, on ne leur donne pas honneur et valeur, on ne met même pas en valeur les os, là où on a mis leurs os. Nous ne savons même pas comment identifier ça. Et personne ne connaît. Mais moi, j'ai fait mes recherches. On m'a dit qu'avec beaucoup d'assurance, qu'ils étaient enterrés dans une fosse commune, dans le cimetière de Kassavou. Alors que ce cimetière-là, aujourd'hui, l'État a vendu. A tout vendu. L'État ne pense à rien. Il pense seulement à lui. Et d'ailleurs, c'est l'État-là, vraiment, c'est vraiment une débandade. C'est vraiment un désordre organisé. Chacun fait des choses à sa manière. Et on a tout construit. Et s'il y aura quelqu'un, un nationaliste qui dit, mais non, moi je vais restaurer ces mémoires-là. On doit fouiller, on va savoir où. On va prendre tous les autres qui sont là-bas, on va construire un mémorial pour eux. Mais puis je me dis encore, même leur famille, c'est ce que je dis ici. Si nous sommes dans un état sérieux, ces gens-là, on doit quand même récompenser leur famille. Ils doivent être identifiés parce que je sais que leurs familles ne manqueront pas d'histoire. On vous dira que votre ancêtre, il est parmi ceux qui se sont bâtis ici, ils sont partis tout. Pas seulement que l'argent que vous allez donner, c'est ça qui est important. Non, l'histoire que vous allez restaurer, les sentiments du patriotisme que vous allez résister en eux. Ils vont se dire, non, nos ancêtres qui se sont bâtis ont été colorés, ils ont été récompensés. Nous aussi, on doit avoir l'attachement à notre patrie. Mais qu'est-ce qui fait que le Congolais, il arrive des fois, il n'a pas l'attachement à sa patrie. Mais parce que sa patrie est beaucoup trop ingrate. Elle est beaucoup trop ingrate. Mais quand on dit la patrie est ingrate, on veut avoir tendance à incriminer tout le monde. Non. C'est l'État qui est ingrate. C'est Félix Tshisekedi qui est ingrate. C'est son gouvernement qui est ingrate. C'est le pouvoir public qui est ingrat. C'est la vision du chef de l'État, comme on dit toujours, sous l'impulsion du chef de l'État. Vraiment congolais, peuple congolais, il faut qu'on change de la tête aux pieds. Il faut qu'on ait une vision globale de notre identité, de notre vie, de qui nous sommes, qu'est-ce que nous voulons devenir. Si aujourd'hui on ne se rend même pas compte des leçons de l'histoire, comment nous allons bâtir l'avenir? On ne se rend pas que l'histoire doit nous rappeler ce que nous étions hier. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ces leçons-là, c'est ça qui va contribuer qu'on ne fasse plus les mêmes erreurs. Comme on dit, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Les mêmes effets. Nous ne sommes pas en train de bâtir une nation avec sincérité. Donc là, nous sommes en train de bâtir, apparemment, nous sommes en train de détruire au lieu de bâtir alors. Nous sommes en train de détruire notre nation. Parce que la mémoire, ce qui peut faire de nous un peuple, une histoire, c'est ça que nous sommes en train de détruire. Des gens comme le Kingotol, qui a organisé une résistance aux côtés de Brazzaville. Il y a des gens qui ne les connaissent même pas. Est-ce que vous savez, Kassavou a été arrêté à Kinshasa? Son parti était dissous. Puisque les gens l'appellent seulement, ils croient que sinon, il était Mukongo, parti Abako, c'est parti du Bakongo. Il était aussi tribaliste. Mais non! Abako, c'est du point de vue culturel. C'est pour cela que ça a eu beaucoup d'ampleur. C'est différent des partis d'aujourd'hui. On donne un nom, IDPS, Union, Démocratie Sociale, Progrès. Mais tout le monde connaît que c'est un parti ethnico-tribal du Kasaï. De tous les Kassaïens. Mais encore beaucoup plus, les Kassaïens qui sont intelligents, ils ne vont pas dans ces partis-là. Là, il n'y a que des Kassaïens qui ont des têtes vides, qui n'ont pas de cerveau. C'est seulement des Kassaïens qui ont trahi la République qui vont dans ces partis-là. Vraiment, il y a des Kassaïens très très intelligents. Dans ces partis-là, ils n'ont pas de place. Parce que c'est un parti vraiment ethnico-tribal. C'est ça qui est différent avec la Bako de Kassavou, la Bako de Ndjezalan. Là, il y avait une vision globale. Un ressentiment du patriotisme, du point de vue culturel en tant que Bakongo. Parce que vous devez savoir, Bakongo, c'était un peuple de l'ancien royaume Congo. Lui, il ne se considérait pas comme
ressortissant du Congo central. Il serait considéré comme Congo en tant que nationaliste Congo, Empire Congo. On peut considérer ça ainsi. Chers compatriotes, notre direct va prendre fin dans une minute parce que j'ai vu que le direct a été signalé. Malheureusement, je ne vais pas relancer. On va s'arrêter par là. Ce qui a fait notre échange aujourd'hui, c'était quand même important qu'on parle un peu sur notre histoire, sur la lutte que nos ancêtres ont menée pour notre indépendance. Mais aussi, comme je l'ai dit, l'histoire d'un peuple, parce qu'on dit un peuple sans histoire, c'est un peuple sans âme. Donc nous avons fait un petit rappel sur les événements qui se sont passés le 4 janvier 1959 à Léopoldville. Ce sont des événements qui ont marqué un tournant crucial vers l'indépendance de notre pays en 1960. Selon les chiffres, comme je l'ai dit au début, qu'il y avait 49 personnes selon le bilan officiel du gouvernement belge. Mais selon le parti Abaco, qui était un parti d'opposition à l'époque, il a dit qu'il y avait des centaines de morts. Donc les émeutes 1959, 4 janvier, ils se sont éclatés suite à une interdiction des autorités coloniales belges d'un rassemblement de M. Kassavoubou qui voulait faire un meeting pour faire la restitution au peuple par rapport à la vision de son parti, par rapport à la lutte qu'il menait pour l'indépendance du pays.